On n'est pas assez traditionnel pour le Vietnam et pas assez européenne quand on rentre dans notre pays. Nous, Virkeo, on est entre deux pays, deux voire plus. On se connecte, en fait, on se comprend. C'était un peu pour revenir sur le parcours, sur ton histoire, du coup. Alors moi, je suis née dans le sud de la France et je n'ai plus l'accent, donc dans le Lot-et-Garonne. Et j'ai fait mon petit parcours en France jusqu'à mon premier master. Et en fait, quand j'ai fait mon deuxième master, aux États-Unis, c'est là où je me suis rendu compte que le monde est très grand. J'ai commencé à découvrir le monde alors que j'ai beaucoup voyagé avec ma famille, mais le fait d'habiter, de s'expatrier par soi-même à l'étranger, c'est là où je me suis vraiment commencé à rendre compte, mais en fait, il y a tellement de choses à faire. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Donc quand j'ai fini mon MBA aux États-Unis, c'est là où je voulais un petit peu explorer. Donc j'ai travaillé au Japon, j'ai travaillé chez Kenzo, chez NafNaf, et puis après à Hong Kong, en Chine, enfin avec plein de pays. Ça m'a beaucoup marqué parce que je suis française, mais je suis aussi vietnamienne. Et quand je m'expatrie en Asie, en fait, les gens, ils comprennent pas que je dis comment ça se fait que quand je parle anglais, j'ai un accent français. Donc, il y avait toujours ce côté, mais vous avez une tête d'asiatique. Je dis, ben, mais oui, mais j'avais toujours l'explication derrière et en fait, c'était très intéressant parce que quand je voyage, je travaillais aux États-Unis ou dans d'autres pays occidentaux, je n'avais pas cette remarque. Donc, j'avais d'autres remarques. Et les dernières années, donc, c'était en Australie. J'ai rencontré mon mari à Hong Kong. Donc, on s'est expatrié en Nouvelle-Zélande puis en Australie. Et là, c'est le style de vie, la mentalité, la façon de travailler vraiment très, très différente, évidemment, de l'Asie. Donc, j'étais prof de fac. Et récemment, donc ça fait ces dernières 6, 7 années, donc on s'est relocalisé donc, au Vietnam, donc avec toute la famille. Donc, mes deux filles qui sont nées en Australie, donc des Australiennes, et mon mari de Nouvelle-Zélande et elles ont fait leurs études universitaires au Vietnam. Donc, c'était très sympa. Et là aussi, il y avait quelque chose de très intéressant, c'est que les gens ne comprenaient pas, donc surtout les Vietnamiens ne comprenaient pas. Ah bon, mais nous, on veut que nos enfants soient éduqués en Australie. On veut que nos enfants soient éduqués en France ou en Angleterre ou aux États-Unis. Et vous, alors que vous avez vos enfants nés en Australie, vous ramenez vos enfants au Vietnam pour faire leur éducation universitaire. Je n'avais pas compris, je veux dire, l'Europe, l'Australie, l'Asie, le futur, c'est l'Asie. Le futur, c'est l'Asie. Et donc, mes filles donc, qui ont fait leur étude à RMIT, elles disent exactement la même chose. Je veux dire, le Vietnam, ça bouille de vie. Je veux dire, on sent l'énergie dans la rue, au travail. Et donc, voilà mon parcours en quelques minutes, un petit peu le tour du monde. C'était un parcours pour vraiment s'ouvrir et de voir d'autres perspectives. Et ça, j'aime beaucoup. Du coup, au Vietnam, même d'avoir mis vos filles à l'université, c'était un peu pour retrouver un peu un passé, revenir forcément sur la terre un peu de ses ancêtres ou de sa famille. Oui, c'est ça. Je pense que c'est très important en fait. Nous, on les a toujours fait la navette. Hein. Australie, France, Australie, Vietnam et Australie, Nouvelle-Zélande. Bon, donc il y avait beaucoup de navettes culturelles, dirons-nous, en termes d'identité et aussi de langage. Et moi, je pense que ce côté, c'est d'embellir la vie et de l'embellir de richesses culturelles, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Elles ont été exposées à des questionnements qu'elles n'auraient jamais pu avoir si c'était en Australie ou en France. Et moi, j'ai pas tout passé à mes enfants parce que comme je suis née en France, donc en fait, je n'ai pas tout eu. Donc moi, j'apprends aussi. Donc tout le monde se découvre et tout le monde se redécouvre. Et justement, cette volonté de retrouver un peu son identité, de parcourir son passé, c'est quelque chose que j'ai retrouvé ça beaucoup au Vietnam en fait. J'avais regardé une étude, mais il y en a beaucoup. C'est celle de Robert Walters. Plus de 70% des Vietnamiens qui, par exemple, avaient vécu en France ou à l'étranger et qui voulaient revenir au Vietnam, alors que dans d'autres pays d'Asie, Indonésie ou je sais plus Singapour, c'était moins de 60%. Ce pourcentage ne me choque pas énormément en fait. Parce qu'à chaque fois que quand nous, on revient en France, c'est vrai que je rencontre énormément de gens. Ah ben, je vais monter ma boîte. J'ai une idée, j'ai un projet. Ben, il y a un pays où je peux le faire, c'est au Vietnam. Je vais essayer en fait, dans le pays de mes parents. En fait, il y a une attache culturelle, il y a une attache peut-être familiale aussi, mais il y a aussi cette fierté disant que
ben, en fait, je suis biculturelle ou triculturelle ou je ne sais quoi, mais j'ai quelque chose que je peux apporter. Je pense que l'entrepreneuriat au Vietnam est incroyable. C'est facile dans le sens où on a une idée, ça peut se faire. C'est vraiment le carrefour de l'innovation où tout est possible, que ça se fasse et que ça reste plausible, productif d'ici 3 ans, 4 ans, c'est autre chose. Mais en fait, moi je trouve ça d'un commun maintenant, surtout dans la génération, enfin, la vôtre qui est très jeune. Quand je vais au Vietnam, je dis, mais j'ai 36 000 AD, j'ai envie de faire d'autres projets. Là, j'ai plein d'autres idées d'ailleurs. Par rapport au projet VK alors est-ce que vous pouvez un peu parler du projet? Je pose une deuxième question en même temps. Est-ce que les femmes qui sont dans le projet sont plutôt jeunes, justement? Et c'est vrai, tout le monde est très très jeune. Tout le monde est très jeune. Ça va de 25 ans à 35, 38 ans. Et donc le projet de Vekenu est né vraiment d'un besoin que en fait j'avais. Et moi je pense parce que je suis dans ma cinquantaine, moi je suis dans une étape de ma vie où en fait j'ai envie de redonner à la communauté. Enfin j'ai fait d'autres choses aussi, mais là au Vietnam, il y a beaucoup plus de sens. Donc Vekenu est vraiment né d'une idée. Comment travailler avec des femmes vietnamiennes, mais comment je peux pas dire je vais travailler avec toutes les femmes vietnamiennes avec 50 millions de personnes, c'est pas possible. Donc j'ai vraiment regardé à ma problématique qui est en fait être Virkiu, ou à deux cultures dominantes plus d'autres cultures. Quand vous avez travaillé dans d'autres pays, vous avez aussi des influences culturelles. Et vraiment regarder un petit peu cette problématique où, quand on se connecte, en fait, on se comprend. Moi, quand je rentre en France ou je rentre en Australie, ou surtout en France, moi, à la douane, on regarde ma carte d'identité, mon passeport français, on me dit, votre français est presque parfait. Je dis, ben, ah bon, vous savez, il vient de Lot-et-Garonne, bon, c'est quand même, je rentre en Australie, j'ai la même chose, mais je vais au Vietnam, me disent, mais votre vietnamien, vous l'avez appris à quelle université? Bon, moi, on me le sort souvent, ça, parce que j'ai aussi un accent français quand je parle vietnamien. Nous, Virkeo, on est entre deux pays, deux, voire plus pays. Le projet de Virkeo, c'est on dit, ben, on est normal, il n'y a pas de honte, c'est juste quelque chose qu'on a tous ensemble, et en fait, quand on se connecte, en fait, on se comprend très bien. On a des femmes donc de France, des États-Unis, de Pologne, d'Allemagne, même du Japon. On a vraiment des femmes vietnamiennes de tous les pays qui sont venues ou revenues au Vietnam pour diverses raisons. Et là, en fait, ce qu'on fait dans notre projet, c'est de s'entraider professionnellement et on fait ça avec du social. Donc, on se rencontre une fois par mois pour un déjeuner, un petit apéro, et non seulement entre nous, entre femmes. On fait aussi des ateliers animés donc, par les gens de notre association, de notre groupe. Et puis là, on va recommencer notre mentoring. Tout ça, c'est mené donc avec que des gens qui sont bénévoles. Et là, on est dans 6 pays, donc 16 chapitres, 6 pays en 2 ans. Au début, qui ont commencé, mais me disaient, mais moi, je connais personne, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va venir si je fais un lunch. Avec les réseaux sociaux, on ne sait jamais. Le premier social lunch que cette personne avait fait, il y avait une seule personne. Le deuxième, il y en avait 16. Le bouche à oreille, ça marche très bien. Et c'était vraiment cette connexion. Je dis, bah oui, bah, je me sens en fait assez seule, ou je ne sais où, en Suède, ou je ne sais où. Je me sens assez seule. Donc, cette connexion, en fait, vitale pour la santé mentale, pour se sentir soutenue. Donc, c'est vraiment de ça, de là où est née cette idée d'avoir un soutien entre nous, de se comprendre, parce qu'on est tous passés par là. Voilà. Je comprends bien, c'est un peu chaque femme du coup bénévole dans le projet qui dans son pays va organiser des moments un peu sociaux, de partage d'expériences avec d'autres femmes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'est vraiment des partages d'expériences. Il y a beaucoup de copinage au début. Donc, les règlements qu'on a, c'est apolitique. Ça, c'est vraiment règlement numéro un. Et la chose la plus importante, c'est qu'on se soutienne d'abord socialement. Et puis après, quand elles sont prêtes, on a mis en place la structure un petit peu sociale. On sait qui veut faire quoi, qui peut donner. On peut monter des dîners avec des thèmes. On peut monter le mentoring, on peut monter donc les ateliers où on partage. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'association. Mais le premier but, c'est pas faire du réseautage. En fait, c'est pas du tout ça. C'est pas le network.
c'est de se connaître et de comprendre son identité culturelle. Il y avait des trajectoires un peu communes, j'imagine, ou des sentiments sur l'identité qui se retrouvent au final entre toutes ces femmes. Absolument. Alors que Exactement. ce soit en Pologne, aux États-Unis ou en France, je veux dire, le fil commun à toutes ces femmes, c'est on est entre deux. On n'est pas assez traditionnel pour le Vietnam et pas assez européenne quand on rentre dans notre pays. Mhm. Donc on est vraiment entre deux et c'est vraiment cette problématique sur laquelle en fait ben oui, on se comprend. Donc en fait, nous, ben, on enlève le mot assez. On est les deux ou on est les trois. Et en fait, comme il n'y a pas de jugement, il n'y a pas la famille qui commente sur t'es pas assez vietnamienne, t'as pas fait les traditions comme il faut. Ben, ben oui et non. Et ça se discute. Mais c'est très dur au Vietnam. On ne peut pas vraiment discuter ce genre de choses. Mais c'est juste qu'on a d'autres points de vue et qui ne sont pas forcément partagés et comprises aussi. Du coup, c'est un peu justement un mélange entre prendre ce côté un peu traditionnel d'origine, mais le mélanger avec la modernité et la double identité que toutes ces femmes. Voilà. Allier les deux sans pour autant dénier quoi que ce soit. C'est vraiment combiner les deux. En fait, construire son identité culturelle, c'est vraiment dire, ben, j'ai les deux. Je n'ai pas à choisir. En fait, j'ai les deux. Je prends ça parce qu'en fait, c'est moi. Moi, maintenant, quand je reviens en Australie, donc mes amis australiens, ils ne comprennent pas du tout. Nous, on fait comme au Vietnam. Quand on mange, on partage. Donc, le plat est partagé, comme au Vietnam, comme d'ailleurs en Asie, c'est pas qu'au Vietnam. Et en Australie, c'est un pays très individualiste, donc c'est vraiment très différent. Et je sens, mais les gens me disent, mais comment ça, on partage? Maintenant, moi, je partage pas. Déjeuner ou dîner ensemble et partager, pour moi, c'est un plaisir. Des défis comme ça, un peu au regard du woman empowerment dans l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup aussi. Au Vietnam, moi, je trouve qu'il y a énormément de projets de soutien pour l'égalité des droits de la femme. Quand on regarde dans l'entrepreneuriat, moi, je vois énormément de femmes qui montent leur boîte. Et malgré les statistiques qu'on a, en fait, si on regarde les statistiques, c'est très contradictoire. Le taux de participation de la femme au Vietnam est très, très élevé, plus de 70%, c'est un des plus élevés en Asie. La place de la femme pendant l'histoire femme vietnamienne est très, très élevée. On a des femmes qui sont absolument avec des personnalités imminentes. Et en même temps, on a aussi l'idée qu'on a de la femme vietnamienne qui reste à la maison. Ça se passe encore évidemment aussi, surtout à la campagne. Mais ceci dit, dans l'entrepreneuriat, moi, je trouve que les femmes qui montent leur business, elles sont très émancipées. Elles sont, je dis, mais je vais réussir, j'ai mon réseau, je sais qui est connecté. Il y a tellement de succès. On regarde un petit peu dans le taux de succès des femmes dans l'entrepreneuriat, mais je dis, on est là. Ça, on n'en parle pas assez. Mais donc, c'est très contradictoire. Je vois. Et par rapport aux femmes Viet-Kieu, est-ce qu'il y a des défis qui sont un peu similaires ou c'est pareil, beaucoup d'opportunités? Le nombre de femmes que je connais, je les vois vraiment réussir dans tous les aspects. Dans les aspects professionnels, donc réussite professionnelle, donc le chiffre d'affaires est bon, mais aussi réussite à la maison. Et ça, parce que comme elles ont un bagage culturel double, souvent leur partenaire et aussi, je ne sais où, d'Allemagne ou d'Australie ou je ne sais où, elles n'ont pas ce côté traditionnel à pousser. Donc, elles n'ont pas ça. Et ça fait une différence énorme. Il n'y a pas trop ce côté jalousie si la femme réussit et si moi je réussis pas, moi en tant que partenaire, par exemple. Bon, évidemment, vous en avez aussi, mais majoritairement, moi je vois les femmes qui sont très bien dans leur peau parce qu'en fait, elles peuvent être authentiques, elles peuvent réussir et en fait, elles ont l'espace pour réussir. Et je ne sais pas si vous avez sans doute vu les statistiques, donc le taux d'entrepreneuriat des femmes, si elles réussissent très bien, avec des partenaires locaux, euh, le taux de divorce est assez élevé. Donc, c'est très intéressant de regarder ce côté-là aussi. Et je vais revenir juste 2 minutes sur VK Est-ce que vous voulez encore amplifier le réseau sur le long terme? Encore là, on commence, ça fait que 2 ans.
Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est consolider nos 16 chapitres, faire comme Ho Chi Minh et Hanoï, parce que là, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment les cœurs de Vikeno. Là, on a énormément de gens qui sont motivés, et évidemment, c'est pas pareil parce qu'on est au Vietnam, donc on a plus de gens. Mais moi, nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment donner l'exemple à d'autres villes, de dire, ben, on peut faire ça, mais à petite échelle. On peut faire un petit mentoring, on peut faire euh, des petits ateliers pour aider les femmes à, je sais pas, une compétence, peut-être en intelligence relationnelle. Mais ça, elles n'ont pas encore assez de gens pour vraiment monter une bonne équipe bien solide. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment consolider et donc aider ces chapitres à vraiment être fortes pour avoir vraiment une bonne fondation pour qu'on puisse grandir d'une façon durable. Donc l'intention, c'est pas d'avoir des milliers et des milliers de gens. L'intention, c'est vraiment d'avoir de la qualité pour que les gens, ah oui, euh, j'ai pas de compétences en je ne sais quoi pour un start-up. Je sais que, par exemple, à Barcelone, on a des gens qui sont dans la tech et en fait, elles peuvent m'aider. Moi, c'est ça que je voudrais voir un petit peu dans le futur, c'est comment tous ces réseaux s'entraident parce qu'on sait qui fait quoi, où l'expertise de la personne est où. Et en fait, maintenant, il n'y a plus de limite géographique. Donc, la vision pour chaque année, c'est d'avoir une mini-retraite ou une retraite. Donc, des femmes qui arrivent de Barcelone, de New York, de Toronto, de Lisbonne. Moi, j'aimerais toutes les voir au Vietnam. Et puis, on se rencontre, je sais pas, peut-être à Hoi An ou à Da Nang ou je ne sais où. Et là, voilà, on se fait notre petit week-end de Vikino ensemble. On partage nos points forts. Ça, c'est vraiment la vision idéale. Au final, c'est vraiment le reflet un peu de l'époque où tout est un peu interconnecté. Ça permet vraiment de partager ses expériences et d'avoir un réseau très fort à l'autre bout du monde. Oui, c'est bien dit, c'est bien ça. Moi, je pense qu'avec la technologie maintenant, comparé à il y a 20 ans, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est tellement beaucoup plus facile. Demain soir, je vais connecter avec des gens qui sont au Canada, aux États-Unis et au Vietnam. Mhm. Donc, j'espère vraiment qu'on se retrouvera tous ensemble à la fin de l'année, en décembre. Alors là, les Canadiennes, elles sont très contentes de venir au Vietnam parce qu'il fait froid au Canada et aux États-Unis. Donc, elles sont toutes contentes de dire, mais décembre, c'est parfait, Mi. Je vais terminer là-dessus. Comment est-ce que les femmes feraient pour du coup rejoindre ce groupe si certaines sont intéressées, où est-ce qu'elles peuvent écrire? Donc, on a en fait un groupe LinkedIn qui s'appelle Vikeno. Mhm. Et là, donc, vous rentrez là. Et là, vous pouvez choisir les chapitres où vous voulez rentrer dans les WhatsApp. C'est là où vous vous connectez à Düsseldorf, à Francfort, à Barcelone ou je ne sais où. Et c'est vraiment là où vous vous connectez avec votre groupe. Et c'est là où vous savez ce qu'elles vont faire. Peut-être un apéro, peut-être un cinéma, peut-être une session artistique comme quelqu'un l'avait fait la semaine dernière. Pour le moment, c'est comme ça, c'est tout simple. Voilà. Bah, merci beaucoup pour cet entretien Très et bien, très bien. Merci beaucoup, Joséphine, de votre temps. merci, bah, pas de souci. Merci beaucoup.